Alors bonsoir à tous. On est là pour le conseil municipal du jeudi 25 février. Alors on va procéder aux désignations du secrétaire. Aujourd'hui, Pierrick étant absent, normalement, le petit jeune, c'est Clément qui aura le droit de s'y coller. Alors Clément, si tu veux bien procéder à l'appel, s'il te plaît. Jans Éric. Présent. Évrard Benoît. Présent. Odou Maude. Présente. Kiken Alain. Présent. Dussard Anne-Charlotte. Présente. Merlier Clément présent. Lotz Christine. Pouvoir. Pouchel Christine. Présent. Oh, je nous ai fait deux. Wadou Davy. Présent. Devos Aurélie. Présente. Vanout Marilyn. Présent. Smé Régis. Lotz Hervé. Régis arrivera en retard. Hervé Lotz, pouvoir, pour moi. Poumard Bruno. Crombé Christophe. Présent. Smé Florence. Présente. Oiré Isabelle. Boulanger Anne. Présente. Art Nathalie. Présente. Collen Marie. Présente. Berthelot Pierrick. Pouvoir. Lefloche Loïc. Pouvoir. Roche Maryse. Béag Patrick. Senoussi Sophie. Libert Pauline. Brockville Anthony. Rampon Céline. Kurzaski Benoît. Présent. Merci Clément. Alors nous en passons au point 3, l'adoption du compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2020. Y a-t-il des observations? Pas d'observation? Tout le monde est pour? Adopté. Bon. Alors on va passer au point numéro 4. Alors ça concerne, alors il n'y a pas de vote là-dessus, c'est simplement une information sur la dénomination d'une voie de Bourbourg. Hein, c'est le chemin communal. Comment? Il y a c'est un vote, pardon, excusez-moi. Il y a un vote. C'est le chemin communal 10 qui va du début de l'avenue Anthony Caro jusqu'à la voie ferrée chemin de Saint-Georges. Hein, on a fait la proposition et on a envoyé un courrier à tout le monde pour les gens concernés pour dénommer ce chemin communal rue du Stade, à cause c'est un peu la pagaille dans ce quartier-là. Il y a des gens qui sont encore avenue Anthony Caro alors qu'ils habitent Cité du Stade. Du coup, les deux maisons Cité du Stade qui s'appelaient Anthony Caro, on les appelle maintenant Cité du Stade. Et la maison 1 qui était avenue Anthony Caro devient le 1 rue du Stade jusqu'à la voie ferrée. Parce que maintenant, il y a 11 maisons. Comme ça, ils ont chacun un numéro et ça évite de faire un travail par la suite, un gros travail. Voilà. Alors, y a-t-il des observations là-dessus? Les gens contre? Pas d'abstention, tout le monde est pour. Merci. Aussi, ce sera pour pouvoir engendrer les travaux de voirie par la suite à cet endroit, les travaux de voirie et puis l'éclairage public. Bon, ce sera plus facile. Alors, point numéro 5. Alors, c'est un rapport sur le prix et la qualité du service public assainissement pour l'année 2019. Je vais reprendre un peu les grandes lignes. Je pense que vous en avez pris déjà connaissance, mais c'est bien de rappeler. Les faits marquants, c'était la signature de l'avenant 9 au contrat de délégation de services publics des stations sur le secteur de Dunkerque, l'harmonisation des tarifs de l'assainissement entre les secteurs Dunkerque et Gravelines, l'élaboration d'un zonage d'eau pluviale, la recherche sur les substances dangereuses dans les eaux usées urbaines, la rupture de la canalisation d'eau potable
et impact sur le chantier Achille Pérez, la reconstruction de la station de Borbourg, autorisation préfectorale et fouilles archéologiques, la restructuration des agglomérations d'assainissement de Brédune-Givelde, l'accord de principe pour les consortiums DKO et la planification d'action de la communication. Ensuite, on va retrouver la reconstruction, bien sûr, de la station de Borbourg, sur les travaux et l'enquête publique qui avait été faite à cette époque-là. Un peu de nouvelles, c'est la station suit son cours, elle devrait être en action en 2022. Une fois la première mise en circulation, l'ancienne sera démolie dans la foulée, mais pas avant. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Non, pas de questions. Alors maintenant, on va passer aux finances. Les finances sur le rapport d'orientation budgétaire. Et là, je vais laisser la parole à Aurélie DeVos. Merci, monsieur le maire. Je pensais faire lecture du rapport d'orientation budgétaire. Toutefois, on a passé un petit peu plus de 2 heures en commission finance à étudier cela. Est-ce que je peux peut-être faire une synthèse à l'aide des slides qui seront présentés par rétroprojecteur, ou est-ce que vous souhaitez une lecture complète de ce rapport et après vous poserez vos questions? Si je peux à main levée pour que ce soit plus simple, parce qu'on est très éloigné. Est-ce que quelqu'un souhaite la lecture complète, puis les questions? Bon, et bien merci, je vais essayer de synthétiser à l'aide des slides dans le rétroprojecteur. Donc en préambule, dans les 2 mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la ville est chaque année inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal, promulgué le 7 août 2015. La loi NOTRe, donc Nouvelle Organisation Territoriale de la République, en a modifié les modalités de présentation. Ainsi, l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose: le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat du conseil municipal dans les conditions fixées par les règlements intérieurs prévus à l'article L2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Concrètement, l'instauration d'un rapport d'orientation budgétaire, appelé le ROB, apporte les 2 principales modifications suivantes. Les informations figurant dans le ROB doivent faire l'objet d'une publication, notamment sur le site internet de la commune. Le débat afférent à la présentation de ce rapport doit désormais obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique. Enfin, le ROB doit dorénavant être transmis aux représentants de l'État dans le département ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, dont la commune est membre. Donc, contexte général, je vais m'appuyer un peu sur la slide. Pour les finances des collectivités, l'année 2020 devait être une année de consolidation. Cette dernière a été une année de fragilisation. Le contexte évolutif de la pandémie, à ce jour non éradiqué, laisse présager un avenir budgétaire fait d'interrogations. Les projections de la Banque de France sont les suivantes. On peut constater dans le tableau en 2020 qu'il y avait une baisse de la croissance du PIB. En 2021, il présage une augmentation, ça reste à voir, c'est une prévision. L'indice des prix à la consommation harmonisé en 2020, donc 0,5, donc inférieur à 1%, c'est communément l'inflation. En 2021, 0,6. Le taux de chômage en pourcentage 9,1 en 2020 et donc une forte augmentation pour 2021 où on serait à 11,1. Le projet de loi de finances 2021, le PLF 2021, dotation globale des fonctionnements de DGF. Donc la DGF sera stable en 2021 avec 18,3 milliards d'euros pour le bloc local et 8,5 pour les départements,
soit 26,6 milliards d'euros au total. Les dotations de solidarité urbaine et rurale, DSU et DSR, augmenteront chacune de 90 millions d'euros, comme en 2019 et 2020. En outre, les communes d'outre-mer bénéficieront d'un rattrapage de traitement par rapport aux collectivités métropolitaines de 17 millions d'euros. Les dotations d'investissement. Les dotations d'investissement seront également stabilisées. Les dotations de soutien à l'investissement seront consolidées et s'élèveront à 1,8 milliard d'euros en 2021 comme en 2020. Alors, j'ai toujours du mal à lire, 1046 milliards d'euros, c'est ça? Pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, 570 millions d'euros pour la dotation de soutien à l'investissement local, maintenue par rapport à 2020, et 150 millions d'euros pour la dotation de politique des villes. Pour les autres mesures proposées, initialement prévues en 2019, puis en 2020, l'automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, appelée FCTVA, est inscrite au projet de la loi Finances 2021. Cette mise en œuvre se fera de façon progressive sur 3 ans. En 2021, automatisation pour les communes en régime de versement dit d'année N. En 2022, celles qui sont en N+1 et en 2023 pour celles qui sont en N+2. Pour la ville de Bourbourg, ce changement s'effectuera en 2023. À partir de 2021, les taxes locales sur la consommation finale d'électricité, la taxe intérieure TICFE, et les taxes communales TCCFE et départementales TDCFE perdent leur caractère local au nom de la conformité avec les directives européennes d'harmonisation des tarifs. Elles seront alignées dans une taxe nationale unique. L'article prévoit que cette taxe remonte intégralement au niveau national pour être reversée par quote-part aux bénéficiaires locaux. La réforme va amener vers un tarif unique de taxation au niveau national. Au 1er janvier 2022, la gestion des TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP. Au 1er janvier 2023, ce sera au tour des TCCFE d'être transférés à la DGFiP. Le projet de loi Finances pour 2021 apporte un soutien aux entreprises avec la baisse des impôts de production qui sera compensée en stock et en dynamique pour le bloc communal. Pour le plan de relance, donc présenté le 3 septembre dernier, le gouvernement français a lancé un plan de relance sur des années 2021-2022 de 100 milliards, soit 4,3% du PIB, financé à hauteur de 40 milliards d'euros par l'Europe, comprenant 3 axes, écologie, compétitivité et cohésion. Il vise à soutenir et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. 5,2 milliards sont à destination des collectivités à travers France Relance, qui comprend les mesures de garantie des recettes via la clause de sauvegarde mise en place dans le cadre de la 3e loi de finances rectificative pour 2020 et le soutien direct à l'investissement local, notamment à travers une augmentation de l'enveloppe de la DSIL, plus 1 milliard. Je suis désolée, je ne vois pas bien. L'analyse rétrospective de 2014 à 2020, on peut constater une contraction des dépenses de fonctionnement. Si je peux me permettre de laisser la parole à Monsieur H, peut-être pour expliquer le détail entre certaines années. Donc en 2014, il y a effectivement eu 8 953 352 euros de dépenses réelles pour des recettes réelles de 9 362 193 euros. En 2020, alors on passe effectivement sur 6 ans cet exercice, on est en dépenses réelles à 7 644 124 pour des recettes réelles à 8 428 594. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement il y a eu une très forte contraction des recettes réelles, puisqu'on est passé de 9,3 à 8,4, qui s'explique en partie par la baisse des dotations de l'État, et également par des contractions liées aux bases fiscales, puisqu'il y a effectivement eu des démolitions de friches
Donc ça a une incidence quand c'est comme ça sur les bases fiscales. Et dans le même temps, effectivement, il y a eu aussi un gros travail sur les dépenses réelles de fonctionnement, où on s'aperçoit sur le graphique, ça se voit un peu plus, hein, qu'effectivement 2014 était une année critique, puisque finalement il y avait des dépenses réelles quasiment l'effet ciseau, hein, c'est-à-dire les recettes qui couvrent tout juste les dépenses réelles, sachant qu'il y avait le remboursement du capital. Donc je pense qu'en 2014, effectivement, on était sur une épargne nette très faible par rapport à ça. Et on revoit effectivement que l'année 2017 était plutôt une très bonne année et que depuis la situation, on va dire, on revient un petit peu sur une hausse des dépenses, notamment en 2019, hein, le tableau d'après, où effectivement de 2019 à 2020, on a augmenté de 2% les dépenses et dans le même temps, les recettes réelles continuent de diminuer de 2%. De 2019 à 2020, c'est 2020, l'année 2020. Oh oui, tout à fait. Non, c'est de 2018-2019. Là, c'est entre 2019 et 2020. Donc effectivement, au niveau des recettes réelles, on continue à avoir une contraction liée à la DGF, puisqu'on perd encore de la DGF. Et on continue aussi, et il y a eu une contraction de 0,6% au niveau des bases également. Je suppose que c'est lié à la démolition de la tréfilerie. Donc quand on regarde l'évolution des dépenses, donc là c'est par chapitre, donc il y a les charges à caractère général. Ce qu'on peut remarquer, c'est effectivement de 2014, on est parti de 2 115 885 euros. Très rapidement, en 2015, il y a eu des très gros efforts de gestion, puisqu'on s'aperçoit effectivement qu'on est passé à 1 772 607. Donc, et que depuis, et 2016, 1 478 000. Et on va dire qu'à partir de 2016 jusqu'à 2018, mais ce qui s'explique, hein, c'est-à-dire qu'en 2018, il y a eu l'arrêt des contrats aidés, donc il y a eu de la prestation de services sollicitée à ce moment-là en contrepartie de l'arrêt des contrats aidés. Donc c'est ce qui explique que les charges à caractère général augmentent entre 2017 et 2018, donc à 1 647 965 000. En 2019, on est à 1 599 978 et en 2020, 1 696 541. En charge de personnel, en 2014, on était à 5 023 393. En 2018, alors je dénote les remarques, en 2018, il y a eu une forte baisse qui s'explique par les contrats aidés, puisqu'il y avait un peu plus d'une cinquantaine de contrats aidés sur la ville. Donc, et ce qui explique effectivement que des prestations de services ont augmenté le chapitre les charges à caractère général, donc à 4 793 519 en 2018. Et en 2020, on est à 4 742 054. Sur les intérêts payés hors perte de change, on reste effectivement, donc en 2014, il y avait 153 000. Jusqu'en 2018, il y a effectivement, il y a une baisse constante des intérêts, de par le fait effectivement qu'il n'y a pas eu de recours à l'emprunt, si ce n'est qu'en 2019, pour le centre social, pour un montant de 1 300 000, et les taux étaient relativement bas, donc ce qui explique également que les intérêts payés hors perte de change, il n'y a pas eu de grosse incidence. Donc pour revenir, donc là c'est par rapport à la dette. Par rapport à la dette, donc en 2014, donc l'encours de dette est de 3 379 996. Nous sommes en 2020 à 3 186 821, malgré sachant qu'il y a eu un emprunt d'1 300 000 en 2019, que le capital donc de la dette pour l'année alors on était sur un montant, alors je vous parlais du C égale A plus B, c'est-à-dire effectivement c'est le capital plus les intérêts, parce que c'est plutôt l'annuité qui nous intéresse. On était effectivement à 428 000 en 2014. Actuellement, nous sommes à 549 000, mais qui s'explique également par rapport au nouvel emprunt. Donc c'est tout à fait logique. Et il y avait effectivement en 2014-2015 les fameux prêts à risque que beaucoup de communes ont souscrit et pour lequel il y avait eu une prévision, des provisions qui avaient été établies avec le perte de change. Et la ville est définitivement sortie de ce prêt depuis 2020.
Le désendettement, donc le portefeuille de la ville porte sur un encours donc du coup de 3 186 821 au 31 décembre. La durée résiduelle moyenne pondérée est de 11 ans et 9 mois, avec un taux moyen pondéré de 2,75, qui est relativement bas. Au 31 décembre, donc en fait, si on remarque effectivement en 2028, on passerait en dessous de la barre des 1 million d'encours de dette. Alors, ce qu'on peut remarquer au tableau, c'est qu'on a mis un encours avec un nouvel emprunt à 1,5 million. C'est une simulation, dans le sens où par rapport à la perspective budgétaire, on l'avait intégré comme tel, avec une simulation par rapport à l'extinction s'il y avait un emprunt à 1,5 million. Sachant qu'effectivement, on le verra plus tard, mais dans l'investissement, il y a effectivement la fin du centre social, les investissements récurrents, et il y a des nouvelles opérations qui arrivent. Donc 1,5 million étant un emprunt relativement bas par rapport à ce qui pourrait être à financer. Mais en tout cas, c'était une esquisse. Je ne sais pas, après c'est peut-être encore... Alors, l'épargne nette. L'épargne nette dégagée qui correspond à l'épargne brute à laquelle on soustrait le remboursement du capital des emprunts se présente comme suit. Donc de 2018 à 2020, l'épargne nette a commencé à se dégrader. Si nous réintégrons la subvention du CCS versée en partie en 2018 et non versée en 2019 et 2020. On le voit sur le tableau suivant. Voilà, donc l'épargne escomptée 2020, 341 727. Et là, c'est sans subvention CCS. Alors, pour 2020, l'épargne nette connaît une baisse de 54% par rapport à 2019. Comme précisé en début de paragraphe, 2 indicateurs interviennent pour le calcul de l'épargne nette, l'épargne brute et le remboursement du capital des emprunts. On constate une diminution de l'épargne brute par rapport à 2019. C'est le résultat de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, mais d'une baisse des recettes, ce qui nous rapproche de l'effet ciseau. En 2019, épargne brute à 1 151 877 et en 2020, à 794 914. Alors, vous avez un état des investissements qui ont été faits de 2011 à 2020. Pour rappel, le pacte fiscal et financier qui lie la CUD et les communes de l'agglomération préconise le maintien d'une épargne brute d'au moins 10%, une épargne nette positive et une capacité de désendettement inférieure à 8 ans, pour conserver un rythme d'investissement conforme au développement à notre collectivité. D'où ce que M. H parlait, on devra faire un emprunt et qu'on avait estimé dans les slides précédents à 1,5 million. Alors, perspective d'orientation budgétaire. Cette partie a vocation de présenter les grandes tendances structurant le budget de notre collectivité pour l'exercice 2021. Ce budget devra traduire les orientations suivantes. La stabilité des impôts directs, la réduction des coûts de fonctionnement pour améliorer la capacité d'autofinancement de la commune qui s'est nettement dégradée, le lancement d'un programme d'investissement visant à terme à la modernisation et l'amélioration durable du patrimoine communal et des services aux habitants, et la recherche de financement extérieur et de solutions innovantes pour optimiser les ressources de la commune. Donc, pour éviter de lire les 3 pages, pour l'évolution des recettes, ce qui change par rapport à 2020, on a une DGF qui est annoncée à 0 €, une DSR au même niveau que 2020. Alors, c'est l'attribution de compensation et la DSC, la dotation de solidarité communautaire, au même niveau qu'en 2020 également.
La fiscalité, donc il n'y aura aucune revalorisation des bases et les produits et des services seront les mêmes qu'en 2020. Des choses à ajouter, monsieur Hage? En fait, sur ce sujet-là, on a été sur un budget avec vraiment précaution, c'est-à-dire que on est quand même dans une période incertaine, alors, dans le sens où au niveau des GF, on n'a pas encore eu les chiffres exacts. La seule chose, c'est on nous avait annoncé 0, on n'aura pas 0. On a déjà eu un premier versement en janvier, donc on devrait avoir une petite recette, mais laquelle, on ne sait pas sur quel montant. Donc ça va être revu au BP. Au BP, on réajustera. La DSR, la notification est en même temps que la DGF, donc on est dans l'attente, c'est pour ça qu'on est parti sur le même montant. Sur l'AC et la DSC, tout est en discussion actuellement au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, dans le cadre du pacte fiscal et financier. Ce qui est certain, c'est que les premiers échos viennent à faire dire que la ville serait gagnante. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tant que le pacte fiscal financier n'est pas voté, on ne peut pas communiquer les chiffres et on ne peut pas les intégrer dans le budget. Donc là aussi, on est parti sur un même montant qu'en 2020. Concernant la fiscalité, on a pareil, c'est les bases. Les bases, généralement, on les réceptionne un peu en courant mars avec le vote des taux. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit être en mesure de pouvoir savoir si on a une hausse ou une contraction par contre des bases. Ce qui est certain, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas prévu de valorisation des bases par l'État. Généralement, il s'est notifié. Donc là aussi, on ne l'a pas impliqué. Et le produit des services, on est parti sur le même niveau que 2020, puisque c'était déjà une année dégradée liée à la Covid. Et donc à cet effet, on est reparti sur les mêmes chiffres. Sachant qu'effectivement, on devrait peut-être avoir un peu plus, puisque là également, on a quand même des services comme la cantine qui continue, puisque les écoles n'ont pas fermé jusqu'à présent. Je touche du bois, s'il y a du bois, mais pour que ça ne soit pas le cas. Mais voilà, en tout cas, on est quand même sur un niveau de service qui est quand même un peu moins dégradé qu'en 2020, pour l'instant. Donc voilà. L'évolution des dépenses. Eu égard à la situation financière fragilisée de la ville, il était impératif de réduire les dépenses de fonctionnement afin de permettre à la commune de respecter les règles fixées par l'État et de dégager les capacités d'investissement nécessaires. Les charges de personnel, 62%, et charges à caractère général, 23%, représentent 85% des dépenses totales de la ville. Si nous ajoutons le chapitre 65, autres charges de gestion courante, cela représente 99% des dépenses totales. Dans ce contexte, le plan d'action est le suivant. 1. Contenir les charges de personnel. 2. Réduire les charges à caractère général. 3. Réduire l'enveloppe des subventions. Alors, plus par rapport à... J'analyse la slide d'abord. Ok. Alors, les hausses à prévoir en comparaison avec le budget 2020 s'expliquent par plusieurs choses. Alors, le glissement de la vieillesse technicité, appelée la GVT, la revalorisation du SMIC, donc plus 0,99%, la dernière phase de la mise en œuvre de la réforme des parcours professionnels, caractère et rémunération, les charges de l'entretien Covid, et la nouveauté, c'est le versement d'une prime de précarité au CDD de moins d'1 an, donc 10% du traitement brut, comme il se fait dans le privé. Alors, en ce qui concerne donc le premier point, contenir les dépenses de personnel, concernant les départs en retraite, il y a 3 départs en retraite prévus en 2021. Ils ne seront pas remplacés par des recrutements extérieurs. On réorganisera les services en faisant des mobilités internes, en mutualisation des services. Il n'y aura pas de paiement des heures supplémentaires, ce qui représente environ 35 000 €. On fera une adaptation des horaires des agents avec des récupérations des heures travaillées et notamment celle du dimanche, donc 1 heure qui vaudra 2 heures. Les promotions internes et avancements de grade seront vues donc en partie. Et il y a aussi une refonte des astreintes qui est prévue. Si monsieur, vous voulez ajouter quelque chose ou détailler ?
En fait, par rapport à ça, c'est malgré les efforts de gestion qui sont entrepris, il y aura quand même une hausse du compte 012 parce que justement par rapport aux éléments, hein, c'est le GVT, la fin du dispositif FSR, les augmentations, etc., l'impact est non négligeable. Et donc à cet effet, on aura quand même une hausse. Et puis les départs en retraite se font en cours d'année, ne sont pas portés sur une année complète. Par exemple, on a un départ en octobre, donc on ne s'est porté que sur 3 mois cette année et non pas sur une année complète. Donc ce qui explique également qu'il risquerait d'avoir plutôt une baisse, mais l'année prochaine, pas cette année. Cependant, donc en 2020, on a quand même une dépense exceptionnelle, puisque je pense qu'on a dû rémunérer 2 DGS pendant 6 mois. Alors, il n'y a pas que ça, c'est surtout, il y a aussi les dépenses Covid. Parce que il y a aussi un poids Covid qui est présent, hein, parce qu'on a quand même plus d'entretien. Donc, mais effectivement, alors ça avait été budgété. C'est des dépenses qu'on ne retrouvera pas l'année prochaine, ça. Ouais, aussi. Enfin, j'espère, en tout cas, qu'on n'aurait pas l'année prochaine. Ça veut dire qu'on ait passé la crise. Pensez au DGS, parce qu'en fait, ah oui, non, mais M. DGS, Desplanques a été j'espère aussi. rémunéré jusqu'au 31 décembre. J'espère aussi. Alors, deuxième point, réduire les charges à caractère général. Alors, la slide est synthétique, je vais peut-être lire un petit peu ce qu'il y a dans le DOB, ça sera peut-être plus compréhensible. Donc, une diminution de l'ordre de 13,8% par rapport au BP 2020 est envisagée. Il demeure des dépenses obligatoires et fixes, notamment l'énergie, les loyers, du CCS, l'assurance, les carburants. Donc, je vais vous présenter les principales orientations. Donc, le fleurissement du centre-ville et espaces verts de la commune, revu un peu à la hausse. Le besoin de produits d'entretien spécifiques pour la désinfection dans le cadre de la crise sanitaire, gel hydroalcoolique, lingettes, désinfectantes, papier, main et savon. La suppression des différents passages pour le ramassage des déchets verts et encombrants étant donné la présence fréquente de la déchetterie mobile et de la mise à disposition d'une benne pour les déchets verts. La reprise en régie des prestations de services, compte 615 et suivants, portant sur l'entretien et la réparation des terrains, entretien des terrains et des abords du stade, tonte des espaces verts de la commune, entretien des jardinières et massifs, nettoyage de la voirie les jours du marché et nettoyage de la piscine. Ces opérations seront réalisées par nos agents en partenariat avec les missions de chantier d'insertion. Concernant les réparations et l'entretien des bâtiments et matériels, les prévisions sont calculées au plus juste. La poursuite de l'étude pour le développement du commerce et les actions économiques en lien avec l'appel à projet de la région. Le compte des honoraires passe de 72 962 € en 2020 à 26 491 € en 2021. Il comprenait en 2020 le repérage des réseaux électriques obligatoires, les honoraires du bureau d'études à la suite des missions d'optimisation fiscale. Le compte des publications est en légère augmentation, refonte de la communication, affiches, oriflammes, banderoles, etc. Un effort devra être réalisé au compte de l'affranchissement du courrier en privilégiant les envois par mail. Une économie est à constater au compte des frais de télécommunication grâce au nouveau marché de téléphonie. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Sur la slide là, c'est qu'on est en train d'effectivement, alors c'est pas dans le rapport, hein, mais on est en train de faire effectivement un état des lieux du patrimoine de la ville et du CCAS pour faire un diagnostic, identifier les bâtiments énergivores, les problématiques qui pourraient être rencontrées, identifier également les pistes d'économie. Donc avec le service urbanisme, on a refait le point, le recensement de toutes les lignes téléphoniques. Il y a la fibre qui est actuellement tirée sur Bourbourg, donc là aussi c'est voir effectivement pour le basculement de tout ce qui est ligne internet sur la fibre. Au niveau des alarmes, là aussi, alors on a les lignes analogiques qui vont bientôt en 2023 cesser en termes de maintenance pour Orange. Donc là c'est essayer de voir par anticipation de transformer un peu tout le dispositif d'alarme et partir sur des dispositifs alors machine to machine, donc avec des cartes SIM. Donc voilà, c'est tous ces à côté qu'on est en train de mettre en place et il y a une délibération d'ailleurs à cet effet au conseil municipal concernant la centrale d'achat que la CUD va lancer, pour lequel on souscrit et on risque d'avoir effectivement des tarifs très intéressants, notamment pour tout ce qui est téléphonie mobile
et les fameuses puces pour les alarmes. La deuxième des choses, c'est qu'on est en tout cas, on y travaille pour, c'est de céder les bâtiments pas ou peu utilisés. Alors là, le premier bâtiment, c'est la friche Mélo. Trouver une issue positive à la friche Mélo, parce qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, elle a un coût, que ce soit par rapport à une assurance, que ce soit par rapport effectivement à la taxe foncière. Et donc, il faut pouvoir trouver un projet, sachant qu'il y aura une rentrée d'argent en plus en face. Donc voilà. Et après, il y a également l'arbitrage sur les actions, qui ont déjà en grande partie été balayées. Effectivement, c'est de voir sur les actions municipales, au même titre que sur les réductions des services qui pourraient être éventuellement envisagées, sachant qu'on priorise quand même avant toute chose, comme vous avez pu remarquer, de revoir un peu notre fonctionnement avant de le faire, porter, je vais dire, ces économies sur la population. Voilà, c'est la priorité avant tout ça, c'était ce sujet-là. Et donc, troisième point, c'est contenir les charges de gestion courante. Alors, ce chapitre augmente quand même de 6%. Ça s'explique par la subvention versée au CCS, qui n'avait pas été versée dans les 2 dernières années, suite au... Le CCS cumulait des soldes excédentaires, donc qui n'avait pas été versé. Donc là, il faudra la verser aux alentours de 150 000 euros. Et aussi, ça augmente donc, par rapport à notre contribution budgétaire auprès du CIVOM. Et par contre, donc, concernant les subventions aux associations, il y aura un examen individualisé qui sera fait, ou qui a déjà été fait d'ailleurs. Et en raison donc, du Covid, l'activité des associations est fortement impactée. De ce fait, les subventions seront légèrement revues à la baisse. En conclusion, les orientations proposées pour l'élaboration du BP 2021 et le travail en cours permettent d'envisager une épargne nette positive. Grâce à tous ces efforts et arbitrages peu populaires mais nécessaires, on évite l'effet ciseau pour cette année. Pour les années à venir, les efforts de gestion doivent impérativement se poursuivre en espérant des recettes de fonctionnement en hausse afin de nous permettre de dégager une marge de manœuvre plus importante pour poursuivre les financements des grands projets. Quatrième point, donc investir avec un retour sur investissement attendu. Donc priorisation des investissements. Donc dans un premier temps, donc normes et réglementation des bâtiments, donc la sécurité et leur accessibilité. L'économie d'énergie, rénovation de l'éclairage public, remplacement des menuiseries, éclairage à LED. L'organisation des services avec le portail famille, le PVE, le cabinet numérique, la dématérialisation des flux financiers et répondant à des appels à projets comme par exemple redynamisation du centre-ville. Je peux vous laisser peut-être, monsieur H, expliquer le tableau. Ce sera peut-être plus... Alors, on a fait une projection, si vous voulez, des investissements. Alors là, en 2020, il y avait 113 000 euros de récurrents, 334 000 euros d'opérations annuelles et un peu plus de 3 millions d'opérations pluriannuelles. En orientation 2021, alors les opérations pluriannuelles, ça comprend donc le centre social, parce qu'il y a eu le chantier du centre social a pris un peu de retard, donc ce qui fait qu'il y a effectivement un basculement aussi des versements de l'année 2020. On n'a pas utilisé tous les crédits, et sur l'année 2021, donc ce qui explique qu'en 2021, on a également 3 097 000 de 888 donc au niveau du PPI, sachant qu'effectivement cela comprend aussi une provision de 500 000 euros au niveau des aléas du centre social, parce que on a dû relancer le marché concernant le lot plâtrerie, dont on a reçu les offres cette semaine, et la CAO a lieu la semaine prochaine. Et on a aussi, effectivement, comme on a du retard, il y a de fortes chances, effectivement, qu'il y ait peut-être aussi des avenants à différents contrats par rapport à ça, et donc on aura effectivement peut-être... donc en tout cas, on provisionne par un montant de manière à ne pas être en défaut de paiement. Sur les opérations annuelles, on est plutôt effectivement sur
de l'accessibilité, sur de la réfection d'éclairage public. On a fait une opération, parce que cette année, comme vous avez pu voir d'ailleurs, il y a 2 délibérations, on dépose 2 dossiers de demande de subvention dans le cadre du TSIL. On a effectivement le volet accessibilité qui est important, il y a une enveloppe un peu exceptionnelle aussi. Donc l'idée était de répondre sur 4 bâtiments par rapport à l'accessibilité, parce que c'est une manière aussi de rattraper un peu le retard sur l'agenda d'accessibilité. Il y a eu des dépenses régulières, mais 2020 était une année tronquée, donc on a pris du retard sur l'année 2020. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire la médiathèque, l'espace Jean Monnet, la salle Cassel, et il y avait, je crois aussi, d'Anvers, de mémoire, par rapport à un changement de menuiserie pour la rendre accessible. Voilà. Et donc après, il y a aussi tout ce qui est fonctionnement des services, où comme on reprend en régie un certain nombre de gestes, les espaces verts, d'espaces verts, on a par exemple budgété une tondeuse, de façon effectivement à être en mesure de répondre aussi à cette reprise en régie. Donc après, sur 2022, sur 2023, on est en train de finaliser effectivement un PPI qui sera certainement bien plus précis que ce qui vous est présenté là. Mais ça, on le fait, de toute façon, ça sera sur une slide après, hein, mais on est en train de le faire avec la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, investir avec un retour sur investissement. Pour information, en investissement, des arbitrages seront également effectués. Hors travaux du centre socio-éducatif, l'enveloppe sollicitée en investissement est un peu plus de 1 200 000 euros. Le but étant de réduire l'enveloppe par 3. L'objectif est de 400 000 euros. Les travaux du centre socio-éducatif, il y a un coût supplémentaire à prévoir à hauteur de 500 000 euros par rapport aux aléas liés aux lots, plâtreries, aux travaux supplémentaires. Il y a le projet redynamisation du centre-ville en 2021 et on aura le pôle santé en 2022. En 2021, c'est une année propice à l'investissement, notamment pour le plan de relance, et de nombreux appels à projets sont lancés par l'État, la région et le département. On aura d'ailleurs un accompagnement de lacunes dont M. Hage faisait état tout à l'heure. Eu égard à la situation budgétaire de la ville, a sollicité un appui technique des services communautaires afin de s'assurer que les investissements envisagés dans le BP 2021 puissent être assurés sans nous mettre en difficulté, calibrer le montant des investissements sur le mandat PPI et ainsi évaluer notre capacité à emprunter. En fait, par rapport à ça, c'est que l'année 2021, on est sur une année de fragilisation par rapport aux recettes qui continuent à se contracter. On va voir si ça a été enrayé effectivement, et demain il peut y avoir des recettes qui remontent, donc dans ce cas-là ça serait très bien. Mais comme effectivement la situation s'est un peu fragilisée en 2021, l'idée c'est avant toute chose, bon, on est revenu dans le vert avec les décisions qui vous ont été présentées. L'idée c'est de voir quel est l'encours de dette est faible par rapport à la ville, mais effectivement, il y a quand même des opérations comme redynamisation de centre-ville qui mériteraient qu'on puisse investir, puisqu'il y a quand même une enveloppe qui nous attend d'1 million d'euros à la région, et que c'est la dernière année pour la solliciter. Donc il y a effectivement ce volet-là, donc c'est le pourquoi de l'intervention de la CUD, ils sont des spécialistes dans le domaine de la gestion de la dette, c'est de voir effectivement est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à recourir à l'emprunt dans ce contexte où les taux d'emprunt sont très bas, que l'encours de dette est faible. Si derrière on a une trajectoire avec de gestion financière, c'est-à-dire par rapport aux dépenses de fonctionnement, et ça c'est dans le cadre du PPI qu'on peut voir cela, à quelle hauteur on peut emprunter sans mettre en difficulté la ville. Donc ça c'est l'objectif, avec effectivement l'idée de pouvoir porter un maximum d'opérations, vu le contexte favorable à l'investissement, sachant que derrière il y aura des recettes en termes de subventions. Il y aura de la FCTVA qui peut permettre effectivement la réalisation d'autres opérations, mais plus sur de l'autofinancement et non plus sur de l'emprunt. Et le PPI. Malgré les contraintes financières qui nous sont imposées et la difficulté à recourir à des financements extérieurs, nous essayons de maintenir notre programme d'investissement à un niveau record.
Un nouveau plan pluriannuel d'investissement appelé PPI, donc 2021-2026, est en cours de réalisation. L'année 2021 est donc une année de transition. L'équipe municipale doit en premier lieu finaliser les projets et engagements pris par l'ancienne municipalité, à savoir la réhabilitation du centre socio-éducatif. Il y aura aussi donc le pôle santé, la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité appelé l'ADAP. Il y aura le réaménagement de l'espace Pierre de Coubertin. En 2022, nous prévoyons le réaménagement de cet espace Pierre de Coubertin qui sera en grande partie vide après le déménagement programmé du centre socio-éducatif. Il nous faut donc redéfinir son usage avec pour objectif de lui redonner un nouvel élan associatif. Nous prévoyons également de redéployer les agents municipaux dans cet équipement dans un souci de mutualisation des services et optimisation des espaces. La création d'un parc urbain, donc ce parc sera implanté à proximité immédiate des infrastructures municipales, salle d'Anvers, espace Coubertin, centre socio-éducatif. Plusieurs partenaires, donc la GUR, la CUD, ont d'ores et déjà été contactés afin de réfléchir à son aménagement et estimer le coût d'une telle opération. Nous prévoyons de lancer les démarches pour 2023. Création d'un nouveau restaurant scolaire. Sur ce mandat, nous envisageons la création d'un nouveau restaurant scolaire pour l'école Lamartine en raison de sa vétusté de l'équipement actuel qui ne répond plus aux besoins. La rénovation de l'éclairage public. La commune, en basant sur un diagnostic réalisé sur son réseau, a entrepris depuis quelques années un programme pluriannuel de réfection et d'économie d'énergie par la suppression progressive des candélabres boules, le remplacement des lampes énergivores par des lampes économie d'énergie, appelées les LED, la remise en état des armoires. Sur ce mandat, il est prévu de continuer l'action entreprise sur ces dernières années. Les ateliers municipaux, donc sur le mandat précédent, la ville a acquis le bâtiment appartenant précédemment à l'entreprise Ponticelli. Nous avons sollicité l'avis d'un architecte pour évaluer le coût d'aménagement de ce hangar. Le montant est estimé à 1 200 €, auquel il faut encore ajouter les frais d'architecte, les frais d'études. Eu égard au coût prévisionnel et avant d'engager les gros travaux, il est envisagé de lancer une étude programme afin que celle-ci puisse identifier les besoins et comparer le coût de la réhabilitation à la construction d'un bâtiment neuf. L'église, rénovation de la toiture. Donc sur le mandat précédent, il était prévu la prise en charge par le CIVOM des rives de la A et de la Com de la rénovation de la toiture de l'église pour un coût estimatif de 300 000 €, revu à la hausse pour des raisons de choix d'ardoise. À ce jour, l'investissement n'a pas encore été effectué, mais il est prévu que ce dernier puisse se faire sur ce mandat. Nous veillerons attentivement au respect de cet engagement pris par le CIVOM. La conclusion. Ok. L'année 2020, donc en conclusion, est sans équivoque une année de transition marquée par une crise sanitaire sans précédent. Cette crise engendre indéniablement de nombreuses conséquences, en particulier sur l'économie française, et pèse donc sur les finances de la ville. Les villes sont fortement mises à contribution pour relancer l'économie. Des dépenses supplémentaires sont actuellement supportées, sachant que les recettes baissent depuis plusieurs années. En 2021, la situation budgétaire de notre ville est préoccupante. Ce budget a donc été construit de manière prudente avec un double objectif, répondre aux besoins des usagers en cette période de crise et d'assainir les finances. Afin de restaurer rapidement la santé financière de la ville, des arbitrages détaillés dans ce document ont été pris, faute de quoi nous aurions été dans l'impossibilité d'investir cette année et donc de finaliser les travaux du centre socio-éducatif. À cet effet, un nouvel emprunt sera donc contracté en 2021. Les investissements envisagés en dehors des crédits alloués au centre socio-éducatif ont été priorisés en fonction des critères suivants. Normes et réglementations des bâtiments, sécurité et accessibilité, économie d'énergie, donc rénovation de l'éclairage, remplacement des menuiseries, éclairage LED, organisation des services, portail famille, PVE, cabinet numérique, dématérialisation des flux, et répondant à des appels à projets, redynamisation du centre-ville. Pour les années à venir, nous continuerons les efforts de gestion afin de contenir, voire réduire les dépenses de fonctionnement en espérant sur la même période une augmentation des recettes liées aux nombreux projets présents sur la ville,
la ZAC de l'Écluse, le zone biparc, zone agroalimentaire, développement du port. Dans ce contexte, la capacité d'autofinancement de la ville s'améliorera indéniablement, ce qui nous permettra d'investir sans avoir recours à l'emprunt, de maîtriser l'encours de la dette et donc de maintenir la pression fiscale à un niveau raisonnable. Est-ce qu'il y a des questions et des observations sur ce rapport budgétaire? Oui, j'aimerais faire quelques observations. Donc, je tiens tout d'abord à remercier donc, toutes les personnes qui ont contribué à l'établissement de ce rapport. Donc, je sais pas, c'est Madame Merlan, Monsieur Hage et Madame Devos. C'est un travail qui retrace très bien l'évolution de la situation financière de notre commune. J'aurai tout d'abord le plaisir de reprendre les données de l'exercice 2019 correspondant à l'ancienne majorité. En préambule, on rappelle à la page 7 qu'entre 2013 et 2019, nous avons fait face à une réduction de la DGF de 955 600 € par an. Malgré cela, pour cette année 2019, notre épargne brute s'est élevée à 1 151 877 €, voire page 15. Et notre capacité de désendettement s'est arrêtée à 3,16 années, voire page 12. Voilà des chiffres qui reflètent pour notre commune une excellente situation financière au 31/12/2019. Par contre, chacun le sait, l'année 2020 a été une année difficile pour chacun d'entre nous et aussi pour notre collectivité, en particulier donc pour les produits et des services qui ne seront pas à la hauteur des montants budgétés compte tenu de la fermeture de certains de nos établissements. On constate ainsi en 2020 un recul de l'épargne brute de 367 000 €. Malgré le remboursement en capital des emprunts à hauteur de 453 000 €, notre capacité de désendettement n'a pas diminué, mais a augmenté, passant de 3 années et 2 mois à 4 années. Comme indiqué à la page 30, la situation budgétaire de notre commune devient préoccupante. Alors, si le vaccin mettra fin cet été à la crise sanitaire, il n'en sera pas de même de la crise économique. J'estime que lorsque les aides de l'État ont cessé, les aides aux entreprises, le fonds de solidarité, le prêt garanti par l'État, le chômage partiel, et lorsque la BCE va fermer le robinet de l'argent pas cher, alors nous observerons des dégâts significatifs dans notre économie. Ces dommages auront bien entendu et malheureusement des répercussions pour notre collectivité. Je reviendrai donc sur le centre social. Je rappelle que l'investissement s'élève à 3 740 000 € hors taxes. Les subventions s'élèvent à 1 877 000 € et notre participation à 1 863 000 €. Sur les 1 863 000 € qui nous reviennent, nous avons emprunté en 2019 1 300 000 €. Il nous reste donc 500 000 € à emprunter en 2021, comme indiqué à la page 24. Par ailleurs, nous devons financer pour partie les projets liés à la redynamisation commerciale du centre-ville. Ces deux projets vont grever la situation financière de notre ville, mais sont à notre portée. Par contre, il se trouve encore un autre projet, le pôle santé. C'est un très beau projet, nécessaire au Bourg-Brochois. Cependant, si le pôle santé est un beau projet, j'estime que le financement pour la ville de Bourbourg est une erreur. Laissons au bailleur le soin de faire de la location, qui est son métier, et pas le nôtre. Notre mission, c'est le service public. Merci. En ce qui concerne l'allocation du pôle santé, en fait, ou l'acquisition dont on parle, c'est uniquement le pôle santé. C'est pas les logements. On laissera les logements aux bailleurs, les louer, etc. On ne prendra en charge, si on arrive à financer, on ne prendra que le pôle santé. Ouais, mais je vais vous donner une information. Quand on a fait le pôle santé, on l'a fait avec les médecins. Donc ça a été dessiné et tout a été fini avec les médecins. Quand on a parlé du prix, les médecins ils ont dit on n'ira pas dans le pôle santé si les prix sont supérieurs à 10 € du mètre carré. Et pour arriver à ce prix-là, le bailleur a dit dans ce cas-là, moi je fais des logements à l'étage. Donc ça veut dire que les logements à l'étage vont être loués plus cher, ce sera plus rémunérateur, parce que c'était la partie qui permettait de financer la partie du rez-de-chaussée qui était louée aux médecins. Donc nous, on va reprendre la partie qui est la moins rémunératrice, et le bailleur va garder la partie à l'étage qui est celle qui va lui rapporter le plus.
Ben parce qu'on n'a pas vocation, justement, comme vous le disiez à l'instant, on n'a pas vocation à faire de la gestion locative de logement. Enfin, on ne va pas reprendre cette partie-là. Ben non, parce que le bailleur touche des subventions pour faire des logements. Nous, on ne la touche pas. Hein. Si je peux me permettre, pour l'instant, c'est encore à l'étude, hein, parce que si les finances ne permettent pas, on ne pourra pas l'acheter. Le but est aussi, au lieu de supporter un bâtiment pendant 30 ans, nous, on l'achète en 20 ans, au même tarif. On ne supporte rien hein, si on l'achète pas. On supporte supporte la vacance, Monsieur Béag, parce que quand je suis arrivé en mairie en juillet, quand j'ai reçu les médecins, il n'y a plus un médecin qui venait, ils s'installaient tous à la fondation. Alors vous voyez, voilà, ils s'installaient à la fondation. S'il n'y a aucun médecin qui ne soit intéressé par le pôle santé, il faut abandonner le projet tout simplement. Il était trop tard. Il n'était pas trop tard. Il était trop tard. Au mois de juillet. Monsieur Béag, on a fait intervenir des professionnels comme la CUD. Je pense que c'est pas des gens qui pensent n'importe comment. Non, on les rencontre encore Flandre Pôle Habitat la semaine prochaine pour voir un petit peu, et eux aussi vont nous aider, ils vont équilibrer la chose. Inquiétez pas. Hein. C'est pas nous qui décidons. Hein. C'est les finances de la commune. Si on a l'intérêt d'aller chercher et de ne pas supporter 14 000 € de loyer comme on fait que le CCAS tous les mois, jusqu'en 2037, je pense que c'est intéressant pour la commune. On aura des rentrées financières et en même temps, on paiera le bâtiment. Alors peut-être les recettes qu'on va avoir par l'allocation des loyers paieront la dette qu'on doit. Alors attendons de voir. C'est toujours en état de projet pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Monsieur le maire, dans ce rapport d'orientation budgétaire, on parle, donc Monsieur Hage me disait qu'on partait sur une base d'emprunt de 1 500 000 €. Oui. On part sur une base. Sur une base minimum Voilà. de 1 500 000 €. Totalement. Est-ce que vous avez fait le calcul de la capacité de désendettement en 2021 en partant sur une base de 1 500 000 €? On vous l'a dit. Non, vous ne l'avez pas dit. Moi, je vais vous dire à quel calcul j'arrive. J'ai fait une estimation et on arrive à une capacité de désendettement de 7 années. Je ne sais pas si M. Hage me contredira ou m'affirmera le chiffre, mais c'est l'estimation auquel j'arrive, moi. Si on emprunte 1,5 million, on va être à 7 années et on sera tout près donc, de la limite de 8. C'est pour cela qu'on demande l'avis de la CUD, dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai bien dit que par rapport à la capacité, tous les voyants sont faits pour investir, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la contraction des dépenses, des recettes et l'augmentation des dépenses, on approche l'effet ciseaux, qui fait qu'il faut prendre toutes les précautions. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et donc c'est là-dessus où la position était de dire on sollicite la CUD, parce qu'on a l'opération redynamisation de centre-ville, on a également le pôle santé, donc tout ça est à l'arbitrage. Après, sur le pôle santé, pour revenir par rapport à l'acquisition, si on porte l'acquisition à 100% sans qu'il y ait aucune subvention en face, effectivement, le calcul il est peut-être moins intéressant pour la ville. Si demain, et c'est pour ça qu'on essaye de déposer des dossiers de subvention par rapport à ça, on amenuise un peu la part à charge de la ville, c'est-à-dire que le prix du pôle santé, c'est 1 500 000. Si demain, TTC, je parle effectivement, on a 200 000 de FCTVA déjà de recettes par rapport à l'opération. Si demain on a par exemple 600 000, parce qu'il y a une discussion d'un fonds de concours de la CUD, pour l'instant au niveau du pacte fiscal en investissement où c'est en question, mais si par exemple on a demain 300 000 ou 400 000 de la CUD qui pourrait, mais c'est du si, donc c'est là où il faut effectivement éclaircir la situation, mais si on a 300 000, 400 000, on a déjà 600 000 de financés sur 1 500 000, et si en plus de cela, et on a au niveau du TSIL, on arrive à avoir 200 000 ou 300 000, on pourrait aller à 900 000, ce qui fait que ça change sensiblement la donne au niveau du plan de financement et donc de la part à charge de la ville et donc par rapport à l'encours de dette, la situation. Mais tout ça, c'est à voir avec la CUD, dans le sens où à l'heure d'aujourd'hui, ce sont vraiment des plans. Ce qui est certain, c'est que redynamisation de centre-ville, on a 50% de fonds de concours. Donc ça, c'est effectivement la chose qui est certaine. Il y a des études qui ont été lancées, on attend les conclusions pour mars. La CUD doit transmettre ses conclusions pour fin mars.
J'espère pouvoir, notre objectif, c'était de pouvoir vous le présenter pour le prochain conseil municipal, donc c'est-à-dire en phase budget, de vous présenter leur analyse. Et ça sera sur la dette et sur l'investissement. Donc comme ça, normalement, il est prévu effectivement qu'ils puissent intervenir, vous présenter directement leur analyse là-dessus. Tout ça pour dire qu'il faut être très prudent en 2021. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Ouais. On veut être très prudent. Oui, d'accord. Y a-t-il d'autres observations, d'autres questions? Nous pouvons passer aux délibérations. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Des pour? Merci. Merci Aurélie. Alors, on peut passer au point 7. Alors, la participation budgétaire aux finances du CIVOM, des Rives de la et de la Colme. Aurélie, s'il te plaît. En ma qualité d'adjointe au logement et aux finances, j'expose au conseil municipal que le comité syndical a délibéré le 29 décembre 2020 et a fixé des modalités de calcul des contributions financières des communes au CIVOM des Rives de la et de l'Alcôme. Rappelons que, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la contribution est obligatoire. La contribution totale de la ville de Bourbourg pour l'exercice 2021 est de 475 120,42 €, se répartissant en une contribution fiscalisée de 355 927,94 € et une participation budgétaire de 119 192,48 €. Cette contribution budgétaire est inscrite au budget primitif 2021 de la commune à l'article 65 541, contribution aux organismes de regroupement. Le conseil municipal, après en avoir délibéré et avis de la commission des finances, approuve cette proposition et sollicite le versement de cette participation par 12e. Y a-t-il des observations? On peut passer à la délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Merci. Merci. Alors, on peut passer au point 8, l'adhésion au dispositif d'achat de groupe proposé par la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, je rappelle aux membres du conseil que la communauté urbaine de Dunkerque a adopté le 26 novembre 2015 son schéma de mutualisation, lequel comporte un volet d'action dans le domaine de l'achat public. À ce titre, il est prévu de développer la pratique de l'achat groupé de manière équilibrée et en tenant compte de l'impact sur l'emploi local avec les communes et l'administration du territoire. La création d'un groupement de commandes et le recours à des centrales d'achat sont les moyens d'atteindre cet objectif. La mise en place d'un groupement de commandes nécessite la conclusion d'une convention constitutive et il est apparu pertinent de concevoir une convention cadre qui couvrirait plusieurs achats à venir afin d'alléger la procédure. La communauté urbaine a donc proposé un dispositif permettant de faciliter la mise en place des groupements de commandes. La convention cadre qui régit ce dispositif laisse la possibilité de confirmer au cas par cas la participation à chaque projet de groupement de commandes et nous laisse ainsi le choix de nous engager ou non en fonction du contexte. L'adhésion au dispositif de convention cadre pour les groupements de commandes est ouverte à toutes les entités soumises au Code de la commande publique qui ont leur siège ou établissement dans le périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque. Les signataires de la convention cadre déterminent le ou les domaines pour lesquels ils veulent participer. L'échéance du dispositif est fixée au 1er mars 2026. Jusqu'à cette date, chaque nouvel adhérent peut participer à un projet de groupement de commandes si l'état d'avancement du projet le permet. Voilà, on vous a joint les conventions cadres et aussi les conditions générales. J'espère que vous avez tout lu, comme ça vous savez comment ça se passe. Voilà, y a-t-il des questions là-dessus?
Y a-t-il des voix contre? Abstention? Tout le monde est pour? Merci bien. Alors, nous allons passer au point 9, demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local 2021, France Relance, Pôle Santé. Alors là, c'est, comme M. H vous le disait, hein, il est destiné aux collectivités et à leurs groupements à fiscalité propre et ciblée sur le financement des opérations d'investissement au travers de thématiques éligibles. Hein, pour l'année 2021, 3 enveloppes des SIL sont concomitantes. Une enveloppe dite classique qui répond aux 6 thématiques inscrites à l'article 23, 34, 42 du CGCT, une enveloppe dite France Relance entrant dans le cadre du plan de relance afin d'accompagner un effort de relance rapide et massif des projets des communes et de leurs groupements, qui se priorisent 3 thématiques: transition écologique, résilience sanitaire et préservation du patrimoine. Ensuite, il y a une enveloppe dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments du bloc communal. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire. Oui, s'il vous plaît. Bon, eu égard à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, notre groupe se pose quand même la question de la pertinence de faire appel à des subventions pour un projet dont la majeure partie est financée par les bailleurs. Nous pensons qu'une demande de subvention pourrait être lancée sur d'autres projets autour de la transition écologique ou de développement durable. On parlait tout à l'heure du grand parc urbain. On peut parler d'un projet autour du consommé local. Et voilà, c'est à ce titre un peu que nous maintenons notre positionnement et que nous voterons contre cette demande. D'accord, merci. Nous en tiendrons compte. Y a-t-il d'autres questions? Ou contre? Pas d'abstention? Voilà. Alors ensuite, on est au point 10 sur la demande de subvention au titre de dotation de soutien à l'investissement local. Je vais laisser Aurélie. Je fais une petite pause. Alors, je ne reprendrai pas le détail, hein, c'est toujours la TSIL, donc je ne vais pas reprendre ce que Monsieur le maire vient d'exposer, mais là, c'est concernant l'accessibilité, et donc il est proposé au conseil municipal de déposer le projet suivant, donc la mise aux normes accessibilité aux personnes handicapées de différents équipements publics, notamment donc l'espace Jean Monnet, avenue François Mitterrand, la salle des sports Albert d'Anvers, avenue François Mitterrand, la salle des sports rue Jean Jaurès, la médiathèque rue Jean Verlet. Ces travaux sont estimés à 204 001,53 € hors taxe. La subvention sollicitée au titre de la dotation du soutien à l'investissement local 2021 est de 40%, soit 81 600,61 €. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Tout le monde est pour, merci. Excusez-moi, ce sera un vote pour, mais on s'est demandé aussi pour quelle raison on n'avait pas plutôt ajouté dans la liste la rénovation du monument aux morts avec des marches très dégradées. Il y avait des problèmes d'accessibilité compliqués, plutôt que de l'indiquer dans le dossier de redynamisation du centre-ville. C'est juste que le projet du monument aux morts, à l'heure d'aujourd'hui, il faut pouvoir porter des pièces chiffrées par rapport au dossier. Et c'est vrai qu'on a un montant qui avait été estimé par les services, dont il n'y avait pas eu de chiffrage exact. Et depuis, comme l'idée, c'est quand même de retravailler une base avec un paysagiste, de pouvoir travailler de façon un peu plus importante le projet peut-être. On ne pouvait pas le mettre dans le dossier, sinon on n'aurait pas pu prétendre effectivement à la subvention, parce que le délai était très court pour répondre. C'était il y a 10 jours qu'il fallait déposer le dossier. Donc là, une des pièces manquantes, c'est la délibération. Donc on a transmis un projet de délibération au dossier. Par contre, dès que le conseil municipal passé, on transmettra la délibération qui deviendrait de pièces. Voilà. Donc c'est pour ça. Je peux juste faire une question supplémentaire. Donc ça veut dire que pour le restant, vous avez déjà chiffré plus en détail?
Dans le cadre de la DAP, il y avait effectivement un planning qui avait été établi avec un certain nombre de montants qui avait été, je pense, fait par les services et peut-être par un bureau d'études d'ailleurs aussi. Donc ce qui fait effectivement ils sont basés là-dessus, ce qui n'est pas le cas du monument aux morts. Puisque le monument aux morts, il n'y avait pas la question d'accessibilité, même s'il y a l'accessibilité aménagement public, mais la DAP était beaucoup plus sur les bâtiments. Ouais, c'est ça. Bon, continuer. Alors ensuite, on va passer à l'école de musique, hein, au point 11. Je vais les... oui, apparemment. Vas-y. Alors, école de musique, rémunération des professeurs dans le cadre de la composition des jurys. Je vais laisser Anne Boulanger pour cette délib. Merci, Monsieur le maire. Je rappelle que, par délibération numéro 10-2020 du 6 février 2020, la rémunération des professeurs dans le cadre de la composition des jurys de l'école de musique avait été fixée à 50 € bruts par vacation, 46,12 € net de 2005 à 2012, puis 46,07 € net de 2013 à 2017 et enfin 45,25 € net à compter de 2018. Comme chaque année, des examens à l'école de musique sont organisés. Je propose donc de reconduire la rémunération des professeurs dans le cadre de la composition des jurys pour l'année 2021 et d'en fixer le montant à 45,23 € net, 50 € bruts par vacation. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de reconduire la rémunération des professeurs dans le cadre de la composition des jurys et de fixer le montant à 45,23 € net, 50 € bruts par vacation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous, c'est voté. Merci, Madame Boulanger. Alors, point suivant, le point 12, hein, qui concerne le personnel communal, l'effectif permanent, nouvelle composition. Alors, comme tout le monde adore ce tableau, ça me fait un plaisir. Alors, le tableau numéro 1 que vous avez en votre possession, hein, sur la filière administrative, la suppression d'impôts attachés territorial, principal étant donné l'admission à la retraite au 1er janvier 2021 hein, de l'ancien DGS. Impôts attachés territorial en plus pourvu recrutement bien sûr du nouveau DGS au 1er octobre 2020 par voie de mutation externe, plus un poste pourvu de rédacteur territorial dans le cadre de l'intégration suite au détachement pour inaptitude physique dans la filière administrative d'un agent, à compter du 27 septembre 2020, la création d'un poste non pourvu d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet dans le cadre du tableau d'avancement de grade 2021. Ça, c'est une nomination par ancienneté, hein, et celle-ci, elle sera prévue au 1er juillet 2021. Plus un poste de pourvu d'adjoint administratif territorial à temps complet, nomination à l'école de musique et en même temps aux ateliers au 1er octobre 2020. Ensuite, on a une suppression d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps non complet, car plus de besoin. Hein. Ensuite, on a en section 2, en page 2, pardon, la filière culturelle, non titulaire à temps non complet, la création d'un poste non pourvu d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe à compter à temps complet, pardon, dans le cadre du tableau d'avancement de grade 2021 et aussi une nomination pour le 1er juillet 2021. Ensuite, en page 3, on n'a rien. En page 4, c'est la filière technique titulaire, création d'un poste non pourvu d'adjoint technique territorial principal de 1re classe à temps complet dans le cadre du tableau d'avancement de grade 2021. C'est une nomination par ancienneté. Elle est prévue aussi pour au 1er juillet 2021. Ensuite, on a la suppression de 2 postes d'adjoint technique territorial à temps non complet, hein, dont une mission en retraite au 1er février et l'autre plus besoin. Ensuite, on a en page 5 la filière technique personnel SVP titulaire. Hein, ça, c'est une nouvelle
des nominations qu'on a mises, pour régulariser un petit peu ça. Étant donné une réorganisation des agents SVP qui exercent leur mission à temps plein et ne sont plus amenés à exercer d'autres missions, ce qui nous amène à isoler les 2 postes d'adjoints techniques exerçant leur fonction d'ASVP préalablement créés et dont un poste a été en filière technique titulaire et le second poste personnel de service titulaire à temps complet. Sur la création de 2 postes non pourvus, adjoint technique territorial de 2e classe, dans le cadre du tableau d'avancement de grade 2021, avec la nomination de 2 personnes au 1er juillet 2021. Ensuite, on est en page 6, filière sportive. Moins un poste pourvu d'éducateur territorial des activités physiques et sportives suite à l'intégration d'une personne en filière administrative. En page 7, filière sportive non titulaire à temps complet, modification du poste à temps non complet en temps complet, simplement à titre prévention pour la piscine municipale. Ensuite, on est en page 8, le personnel de service titulaire à temps complet, création de 2 postes non pourvus d'adjoint technique territorial principal de 2e classe dans le cadre du tableau d'avancement de grade 2021, aussi, nomination en juillet 2021, et diminution de nombre de postes d'adjoint technique territorial du fait de l'isolement du poste d'adjoint technique exerçant les fonctions de la SVP. On revient à la page 5, là, du fait que c'est le poste de SVP qu'on supprime, qu'on a recréé de l'autre côté. Ensuite, on est en page 10, personnel non titulaire, suppression de 2 postes de vacataires car moins de besoins. Les 2 postes supprimés étaient créés pour la distribution du Zoom, qui est faite aujourd'hui par les élus. Ça veut dire une économie pour la commune. C'est 2 agents moins qu'on a à payer. Ensuite, on est en page 14, la filière médico-sociale, secteur social, personnel titulaire à temps complet. Fusion au 1er janvier 2021 du grade d'éducateur territorial de jeunes enfants de 1re classe et du grade d'éducateur des jeunes enfants de 2e classe en un seul grade, celui d'éducateur territorial jeunes enfants, et suppression d'un poste car pas de besoin. Ensuite, on saute à la page 15, filière médico-sociale, secteur social, personnel titulaire à temps non complet. Fusion au 1er janvier 2021 du grade d'éducateur territorial de jeunes enfants de 1re classe et du grade d'éducateur de jeunes enfants de 2e classe en un seul grade, celui d'éducateur territorial de jeunes enfants. Et suppression d'un poste car pas de besoin. Page 16, filière médicale, personnel titulaire à temps non complet, suppression de 2 postes d'auxiliaire puéricultrice territoriale principale de 2e classe car pas de besoin. Ensuite, on a la page 18, filière administrative personnel non titulaire, moins de postes de pourvu d'adjoint d'animation principale 2e classe, 1er échelon, et d'adjoint d'animation 1er échelon, car les besoins dans les écoles pour la garderie du matin, la pause méridienne et le temps périscolaire du soir ont diminué, puisque moins d'enfants ont cette situation particulière Covid et temporaire. Au total, toutes les filières confondues du fait de la constance entre la création de postes dans le cadre de l'avancement de grade et la suppression de postes pour quelque motif que ce soit, le nombre de postes pourvus est en diminution -3 sur la présente délibération de l'effectif permanent du personnel communal. Cependant, il est important de préciser que cette diminution est temporaire. En effet, plus de postes en filière animation, personnel non titulaire, seront de nouveau pourvus lorsque l'amélioration de la crise, bien sûr sanitaire, se représentera. Néanmoins, la totalité du nombre de postes créés est en diminution d'un poste, c'est-à-dire on passe de 171 à 170 postes. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces bonnes choses? Non. Y a-t-il des voix contre? Abstention? Tout le monde est d'accord? On peut continuer. Merci à tout le monde. Alors, on arrive au point 13, la mise à disposition de personnel au centre communal d'action sociale, le CCAS. Vous verrez, il y a la convention jointe, c'est une délibération qu'on passe à chaque fois. C'est le personnel communal qui est détaché par convention au CCAS.
Hein, y a-t-il des observations là-dessus? Non. Pas d'abstention. Tout le monde est pour. Merci. Ensuite, on est au point 14, création d'un emploi non permanent à temps non complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Bon, tout le monde l'a devant les yeux, je pense que c'est pour remplacer quelqu'un à l'état civil, hein, du fait qu'il y a une personne de l'état civil qui est montée à l'étage pour remplacer une personne malade. C'est seulement des jeux de chaises musicales. Et cette dame, comme elle a l'habitude, on l'a reprise jusqu'à la fin juin, le temps que la situation de la personne malade redevienne normale. Donc, voilà. Y a-t-il des observations là-dessus? Non. Des voix contre? Abstention? Tout le monde est pour. Merci bien. Ensuite, le groupement de commandes pour l'achat de fournitures et l'acheminement de gaz naturel démarrant au 1er juillet. Normalement, ça aurait dû être M. Lotz, mais comme il est toujours en maladie, j'ai à faire. Comme ça, ce sera fait. Alors, les services techniques bâtiments publics exposent à l'Assemblée qu'en application des dispositions relatives à l'ouverture du marché de l'énergie, les collectivités locales ont désormais l'obligation d'acheter leur gaz par le biais de marchés publics. Cette obligation portée jusqu'à présent sur les sites dont la consommation annuelle dépasse 3000 kWh, conformément au terme de l'article 25 de la loi Hamon, numéro 2014-344 du 17 mars 2014. Les nouvelles dispositions issues de la loi relative à l'énergie et au climat 2019-1147 du 8 novembre 2019 ont pour conséquence la fin des tarifs réglementés de la vente de gaz naturel en 2023. Afin d'optimiser les coûts et d'obtenir les meilleurs prix et services, la communauté urbaine de Dunkerque propose de constituer un groupement d'achat avec les communes et les établissements publics locaux de l'agglomération volontaire, comme cela a été fait pour le précédent marché de fourniture et d'acheminement de gaz, ainsi que les différents marchés de fourniture d'électricité et services associés. Les modalités de fonctionnement du groupement de commandes sont définies par la convention du groupement. Celle-ci précise notamment que la commission d'appel d'offres qui interviendra en matière est celle du coordinateur, à savoir celle de la CUN, bien sûr. Alors, en application des dispositions de l'article 2113-6 et 2113-7, le code de la commande publique et les membres du groupement conviennent que le coordinateur sera chargé de signifier et de notifier le marché avec la concurrence retenue. En revanche, il appartiendra à chaque membre du groupement d'assurer l'exécution de son marché, incluant le traitement éventuel des avenants au cours de l'exécution du marché. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Les voix contre. Pas d'abstention. Tout le monde est pour. Merci. Alors, pour terminer là-dessus, sur votre table, vous allez voir, on a mis, par principe de précaution dû à la crise sanitaire, vous verrez, un état d'urgence sanitaire, le fonctionnement du conseil municipal en visioconférence. Alors, on prévoit ça au cas où, pour le conseil municipal de mars, on serait vraiment embêté. On voudrait devancer la possibilité de passer au numérique plus rapidement qu'on devrait. Ce serait d'équiper tout le monde de tablettes. Et pour cela, on est obligé de délibérer. Par contre, on n'est pas dans les délais. Mais si on ne la passe pas, en mars, si on ne peut pas faire un conseil municipal, ça va le faire reculer et ça va embêter les échéances. Alors, vous
pose la question, est-ce que vous voulez qu'on la passe ce soir? Autrement, on est obligé de la passer au prochain conseil municipal. Je vous en prie, monsieur Brovial. Ou sinon, il y a peut-être une solution intermédiaire. Parce que là, je vois qu'il y a un point ou deux qui me pose question. Est-ce qu'on ne peut pas nous donner 2 minutes ou 3 minutes le temps d'en discuter? L'idée étant de la passer et de ne pas bloquer, évidemment. La situation sanitaire étant allant en s'aggravant, on se doute bien que bon nombre de réunions, chacun de nos vies professionnelles se déroule non en présentiel. Donc, mais juste nous laisser le temps de nous retourner 2-3 minutes. Puis en plus, bon, si on arrive à avancer assez rapidement, ça permettra aussi d'avoir plus rapidement, du fait qu'on va passer ce numérique, envoyer les documents ou des choses comme ça. On n'aura plus des copies ou des envois à faire. Ça devrait être plus rapide. Et puis, au moins, on gâchera moins de papier plus rapidement. Merci. Merci, on vous laisse monsieur le maire. échanger. Alors, on peut rattaquer. Madame Libert, s'il vous plaît, allez-y. Alors, a priori, pour nous, il n'y a pas vraiment de souci, sauf sur un point. Au niveau du quorum, pourquoi l'avoir descendu à 1/3 des membres? Puisqu'a priori, c'est plus simple d'être là en visio qu'en présentiel. Si on est en déplacement, si on est, enfin, la raison d'avoir baissé le quorum plutôt que de l'avoir laissé à 50. Alors c'est juste parce que dans l'ordonnance c'est précisé comme tel, donc comme ça doit être précisé dans la délibération, être repris dans la délibération, bien évidemment que s'il y a plus de personnes, s'il y a du en fait l'idée c'est que le présentiel, si on peut le faire, ce sera du présentiel. C'est vraiment au cas où, parce qu'il y a le budget, il faut que ça soit voté dans les 2 mois. Donc si vraiment il y a un problème par rapport à ça, on puisse très rapidement se retourner. Mais dans l'ordonnance, si vous regardez l'ordonnance, vous pouvez regarder, il sera indiqué cette phrase-là, en disant que comme les 2 pouvoirs par personne, c'est toléré aussi dans le cas de l'état d'urgence sanitaire, ce qui habituellement est un pouvoir par personne. Donc tout ça, ce sont des principes faits par rapport à l'état d'urgence sanitaire. Merci. Il sera possible de nous joindre l'ordonnance. Merci. Vous voulez qu'on lise quand même ou... Bon, y a-t-il d'observations? Non? On peut passer au vote. Alors, y a-t-il des voix contre? Pas d'abstention, tout le monde est pour. Merci. Si je dis bien, c'est au cas où vraiment la crise sanitaire viendrait à perdurer encore, on passerait au numérique le plus rapidement possible. Alors, on peut passer au compte-rendu de décision prise dans le cadre de l'article 21, 22, 22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, la première, la numéro 56, Anne. Décision du maire numéro 56/2020 en date du 1er décembre 2020 relatif à l'accord de partenariat avec l'Office de tourisme et des congrès communautaires de Dunkerque pour la promotion et la commercialisation des visites guidées de l'ancienne prison de Bourbourg pour l'année 2021. L'OTCC appliquera sur ces prestations une commission de 10%. Merci. La 57, Aurélie. Décision du maire 57/2020, en date du 15 décembre 2020, relatif au contrat Flexigo pour la location de la boîte postale de la mairie pour une période d'1 an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant de la location s'élève à 273,30 € hors taxes, soit 327,96 € TTC par an. Merci. La 58, Benoît. Décision du maire 58 en date du 17 décembre 2020 portant adhésion à la Fédération des géants des Hauts-de-France. Cette association a pour objectif de promouvoir et développer dans la région Hauts-de-France et sur toute la France la tradition des rassemblements et défilés des géants à travers différentes actions de promotion et de diffusion. La commune sera adhérente au titre de membre partenaire. Le montant de cette adhésion pour l'année 2021 s'élève à 38 €. Merci Benoît. La 59, Aurélie. Décision du maire 59/2020 en date du 17 décembre 2020 portant contrat de service Berger-Levrault pour les solutions progiciels et ou services commercialisés, notamment les contrats de suivi de progiciels
Imanus gestion financière, gestion de ressources humaines, gestion de la relation citoyenne, gestion des facturations. La maintenance Microsoft et la maintenance Oracle, système de gestion de base de données. Le contrat de service BLE Connect données sociales, permettant l'interconnexion entre les applications métiers de gestion des RH Berger Levrault et Net Entreprise. Les contrats suivis de progiciels sont reconduits pour une période de 36 mois, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Le montant de la redevance s'élève à 1 953,54 € hors taxe, soit 2 344,25 € TTC par an. Le contrat maintenance Microsoft est reconduit pour la même période avec une redevance de 54 € hors taxe, soit 64,80 € TTC par an. Le contrat maintenance Oracle est reconduit pour la même période avec une redevance de 112 € hors taxe, soit 134,40 € TTC. Le contrat de service BL Connect est reconduit pour la même période de 36 mois du 26 avril 2021 au 25 avril 2024. Le montant de la redevance s'élève à 155,74 € hors taxe, soit 186,89 € TTC. Merci. La 60-2020, la dernière de l'année. Anne. Décision du maire numéro 60-2020 en date du 24 décembre 2020 portant convention passée avec Madame Lydia Verhaeghe pour la mise en place de l'exposition intitulée « Rétrospective, un autre regard sur la vie », visible du 6 janvier 2021 au 17 janvier 2021 à la médiathèque de Bourbourg. La manifestation est proposée à titre gracieux. Merci. Alors la décision 1-2021, Marilyn Vanout. Décision du maire numéro 1 en date du 4 janvier 2021 portant contrat annuel d'entretien des espaces verts de 4 sites de la commune, avenue du Général Leclerc, rue Vandenbroek, devant les magasins Aldi, Deux Jardinières, Square des Capucins, avec l'association AFEJ 6 à Grande-Sainte pour un montant de 11 835,59 €, toutes taxes comprises. Décision du maire, numéro 2, en date du 4 janvier 2021, portant avenant au marché de services, ramassage des encombrants et déchets végétaux pour l'année 2020. Lot numéro 2, collecte, transport et traitement des déchets végétaux en raison d'un tonnage plus important que l'estimation qui avait été faite au préalable pour un montant, toutes taxes comprises, de 537,24 €. Décision du maire numéro 3 2021 en date du 4 janvier 2021 portant contrat annuel d'entretien des espaces verts de la commune, prestation de tonte en mulching ou fauchage pour l'année 2021 avec l'AFEJ 6 à Grande-Sainte pour un montant de 10 017 €, toutes taxes comprises. Merci. Pour la 4, Anne. Décision du maire numéro 4 2021 en date du 7 janvier 2021 portant avenant à la convention passée avec Madame Lydia Verhaeghe pour la prolongation de son exposition à la médiathèque jusqu'au 31 janvier 2021. La manifestation est proposée à titre gracieux. Merci. Marilyn pour la 5 et voilà, la 5, pardon. Décision du maire numéro 5 2021 en date du 11 janvier 2021 portant prestation ponctuelle de nettoyage du site du marché de Bourbourg, année 2021, par la société AFEJ de Grande-Sainte, 50 passages tous les mardis selon le calendrier joint, pour un montant de 8 754,60 €, toutes taxes comprises. Merci. Pour la 8, mode doux. Décision du maire numéro 8 en date du 21 janvier 2021 portant convention de formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur avec l'organisme de formation AFOCAL, situé à Dunkerque pour 2 volontaires en service civique et 1 salariée en contrat PEC à la mairie de Bourbourg. Ce stage se déroulera du 28 février 2021 au 7 mars 2021 à Bourbourg. Le montant est fixé à 351 € TTC par stagiaire, soit un total de 1 053 € TTC. Merci Maud. Alors la suivante, le numéro 9. Mais avant qu'il parle, il faudra penser à lui souhaiter son anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et vous n'aurez pas le droit et le plaisir de l'embrasser. Lévi pour le 9. Décision du maire numéro 9 en date du 1er février 2021 portant convention de disponibilité
autorisant Madame Auria Jarmuzek, sapeur-pompier volontaire sarlaï du service public, à quitter son travail dès le déclenchement de l'alerte et à réintégrer son poste dès que la remise en état du matériel sera effectuée pour l'année 2021. Merci. Alors pour la 10, 11 et 12, Marilyn. Décision du maire numéro 10/2021 en date du 10 février 2021 portant avenant au marché de services concernant le ramassage des encombrants et des déchets verts pour l'année 2020. Lot numéro 1. Collecte, transport et traitement des encombrants en raison d'un tonnage plus important que l'estimation faite au préalable pour un montant de 4 044,48 € TTC. Décision du maire numéro 11/2021 en date du 10 février 2021 portant annulation de la décision numéro 1/2021 relative au contrat annuel d'entretien des espaces verts de 4 sites de la commune. La décision est annulée pour motif d'intérêt général puisque la ville de Bourbourg a redéfini ses besoins pour l'entretien annuel des espaces verts des sites suivants. Avenue du Général Leclerc, rue Benjamin Vadebroek, devant le magasin Aldi 2 Jardinières et Square des Capucins. Décision du maire numéro 12/2021 en date du 10 février 2021 portant annulation de la décision numéro 3/2021 relative au contrat annuel d'entretien des espaces verts de la commune. La décision est annulée pour des motifs d'intérêt général puisque la ville de Bourbourg a redéfini ses besoins pour l'entretien annuel des espaces verts de la commune. Merci. Alors la dernière, numéro 13, Anna Kiken. Alors, décision du maire numéro 13/2021, en date du 10 février 2021, portant sur la modification de la décision numéro 5/2021, relative à la prestation ponctuelle de nettoyage du site du marché de Bourbourg, année 2021, il a été décidé de confier à l'EFJ de 6 de Grande-Sainte une prestation de nettoyage sur le site du marché de Bourbourg, 5 passages du 5 janvier au 2 février 2021, pour un montant de 875,46 € TTC. Merci Alain. Alors, on va passer maintenant, on a reçu 2 questions du groupe Bourbourg l'Avenir Gagnant. Je vais laisser la parole à Madame Rampon. Monsieur le maire, nous aimerions que vous nous expliquiez le rôle que vous accordez aux différentes commissions municipales. En effet, vous prenez la gouvernance participative au sein de vos actions communales. Nous sommes donc extrêmement surpris du faible nombre de commissions qui se sont tenues depuis le début de votre mandat. Soulignons que certaines commissions ne se sont réunies que pour élire leur président, soit 20 minutes environ chacune. Comment envisagez-vous de mettre en place les comités de quartier une fois cette période de pandémie passée, alors que vous semblez avoir du mal à l'orchestrer au sein même de votre conseil? Alors, comme vous l'indiquez, nous sommes en période de pandémie, on en parle depuis assez longtemps, ça fait 1 an que ça dure. Dans ce contexte, l'organisation de réunions est un peu, peut-être un problème aujourd'hui, comme on le dit. En sus des commissions de finances, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 2 commissions qui ont été réalisées. Une l'enseignement, une en action sociale. Nous avons fait, c'est un constat, plus de réunions qu'en 5 ans de mandat précédent. Nous sommes seulement en février. D'autres commissions seront programmées avant le mois de juin. D'ailleurs, vous avez dû recevoir une hier ou aujourd'hui. Ce qui était aujourd'hui, voilà. Mais c'était prévu. Ça vous fait rire, moi ça ne me fait pas rire. C'était prévu dans le calendrier, c'était comme ça. Concernant les comités de quartier, ne vous inquiétez pas, au moment venu, nous les organiserons. Voilà. Donc, nous pouvons noter qu'effectivement, je peux vous répondre. Merci. Nous pouvons noter que vous précisez que dans le mandat précédent, certaines commissions, a priori, se sont jamais réunies. Oui, la vôtre aussi. Oui. Mais au-delà de cette remarque, nous nous souvenons que lors de vos vœux,
vous avez précisé qu'on se tournait vers l'avenir et non plus les rancœurs du passé. Le passé, on ne l'oublie pas. On ne travaille pas avec, mais on ne l'oublie pas. Moi, mon passé, je ne l'oublie pas. J'ai 62 ans. Les 61 années derrière, je ne les oublie pas. Hein. Oui, n'oublie pas le passé. Le passé est fait pour construire l'avenir. Voilà. Alors, c'est un exemple qu'à ne pas faire. Dès qu'on pourra, je vous l'ai dit gentiment, la pandémie passée, on mettra tout en route et ça fonctionnera correctement. Aujourd'hui, on ne va pas faire des réunions pour se réunir. Même, c'est évident qu'on n'a pas de temps à perdre. Il y a les gens au travail. S'il y a des actions et s'il y a des choses à mettre en place, vous serez avertis en temps et en heure. D'accord. Mais il y a quand même des sujets. Aujourd'hui, nous parlons de pandémie, nous parlons de crise sociale, sanitaire, économique. Et nous sommes surpris, par exemple, que sur le plan de développement économique, il n'y ait pas de commission, qu'il n'y ait pas de message apporté de la part de la mairie, visiblement, au monde économique. C'est ce que vous pensez, ne vous inquiétez pas. Les élus, moi je les félicite parce que tous les élus qu'il y a ici, il y en a qui sont privés de pouvoir travailler. Tous les élus qui peuvent travailler le font, hein, que ce soit en termes de sécurité, développement économique. Tous les matins, c'est la première fois que je vois quelqu'un du développement économique tous les mardis matins sur le marché en train de mettre en place le marché. Et Dieu sait, vous savez que les commerçants du marché, ils souffrent. Parce qu'on les fait bouger à chaque fois, parce que la sécurité, elle n'est jamais bien mise en place, parce qu'on nous demande de changer tous les 15 jours. On est là-bas tous les matins, vous pouvez leur demander. Ouais. Et donc, cette structuration, vous la faites à quel moment au niveau des commissions? Non, on le fait le matin, parce que des fois, on le sait la veille pour le lendemain. Alors, je ne vais pas vous réunir en pleine nuit pour vous dire, le marché, demain, on va devoir faire ça. Là, pour le marché de mardi, on n'est même pas encore au courant de ce qu'on doit faire. Je vais vous réunir quand, dimanche? Mais c'est un travail collectif, normalement. Oui, mais bon, vous avez choisi d'être dans la minorité, Madame Rampon. Je vous avais proposé de venir avec nous, vous n'êtes pas venu. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Monsieur le maire, il n'y a pas que la minorité. Non, mais bon, vos conseillers pour ça, je vous laisse parler. Vos conseillers sont aussi impliqués dans les commissions. Totalement. C'est eux les responsables, c'est eux qui doivent mettent en place leur commission. Ça fait partie des instances du conseil municipal et qui doivent être réunis. Totalement, mais vous serez en temps et en heure quand on va réunir les commissions. Mais ce n'est pas vous qui déciderez quand il faut réunir les commissions et pourquoi. Parce que pour nous, c'est à l'image de ce que vous risquez de mettre en place par rapport aux commissions de quartier. Vous n'avez pas décidé dans ce qu'on veut mettre en place, nous. Vous allez participer, mais pas décider. Je dis haut et fort. On ne vous parle même pas à la rigueur de décision, on vous parle d'être informé. Mais vous serez informé quand on le décidera et en temps et en heure. Non. Voilà. Là, c'est pas le cas. Bon, Madame Rampon, ça fait 4 fois que vous prenez la parole. La dernière fois que j'ai été rappelé à l'ordre, s'il vous plaît, respectez les choses, Madame Rampon. D'accord ? J'ai fini de toute manière sur ce que j'avais. Merci, Madame Rampon. La question suivante, c'est Monsieur Brookviel, s'il vous plaît. Merci. Avant de la lire, quand même, puisque Madame Rampon s'est exprimée 4 fois, c'est peut-être parce qu'elle a été coupée 4 fois par vous, Monsieur le maire. On a droit qu'à une seule réplique. Monsieur nous serions Brookviel, de ne s'il pas... vous plaît, Monsieur le maire, vous avez... arrêtez de couper la Monsieur parole sans Rampon, cesse. Madame Rampon, pardon, elle a eu son temps de parole. Vous, je vous donne le temps de parole. C'est pas pour enchérir ce que Madame Rampon a fait. Non. Respectez les règles aussi. Rappel La au dernière règlement. fois, vous m'avez fait un rappel à l'ordre. Maintenant qu'on est discipliné parce que vous avez fait votre rappel à l'ordre, respectez aussi les choses. D'accord ? On a la première question est terminée. Attaquez votre question. Autrement, vous ne pourrez pas la poser. On ne vous coupe pas la parole. Votre temps de parole. C'est juste S'il du vous respect. plaît. Je vous laisserai, à partir de où vous vous occupez de poser votre question. Vous devez poser votre question. C'est pas pour enchérir sur l'autre. S'il vous plaît, Monsieur Brookviel. Alors, Monsieur le maire, Bourbourg est la seule commune du territoire communautaire retenue par la région dans le cadre du dispositif de redynamisation du centre-ville. Cela témoigne de notre attractivité et souligne le travail mené au sein de l'Observatoire du développement économique, dont les travaux ont largement contribué à la construction de notre dossier de candidature.
4 objectifs fixés. D'abord, favoriser l'implantation de nouvelles activités commerciales et artisanales, améliorer les devantures commerciales, rendre les déplacements urbains plus fluides, développer le marché hebdomadaire. Il y a aussi plusieurs étapes, une phase de diagnostic, étude, concertation, puis l'accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle d'action sur le terrain. Pouvez-vous nous préciser à quelle étape en sommes-nous sur ce beau projet lancé par la précédente municipalité et poursuivi par l'actuelle municipalité? Alors, Monsieur Breguet, je vais laisser la personne qui s'occupe de cette chose vous répondre. Hein. Un petit rappel quand même, ça fait 2 ans qu'il n'y a rien eu de fait. Hein. Allez-y, Monsieur. Merci, Monsieur le maire. Ensuite, à vos observatoires économiques que vous avez mis en place depuis 3 ans, ce projet était complexe et à plusieurs raisons. Déjà parce que la ville a été retenue par les Hauts-de-France en 2019. Ce projet dure depuis 3 ans, va se terminer le 31 décembre 2021. En 2019, puis en 2020, aucune opération n'a été lancée, en grande raison liée à la gestion de la crise pandémique. Nous avons donc qu'1 an pour lancer les études. Donc M. Hage avait projeté l'emprunt, donc il a été fait sur des actions de rendre des opérationnels. Pour lancer les actions, il faut être en mesure de le faire d'un point de vue financier. Or, la lecture du rapport d'orientation budgétaire que Mme Devos a lu pouvait constater que la santé budgétaire de la ville est fragile. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité la communauté urbaine de Dunkerque afin de nous éclairer sur notre capacité financière avant toute action. Pour votre parfaite information, M. Brockville, en décembre 2020, la CCI a communiqué des résultats de leur première étude, diagnostic commercial, préconisation d'évolution du commerce de la ville. Une nouvelle étude a été chiffrée portant sur un complètement d'écriture d'une stratégie commerciale. Le 2 mars prochain, dans quelques jours, une journée séminaire est organisée à Bourbourg avec le bureau d'études d'une société qui s'appelle VE2A. Donc l'étude a été financée par la région des Hauts-de-France. À l'issue, des propositions seront émises. Fin mars, nous pourrons ainsi établir un plan d'action en fonction des préconisations de la CCI, des résultats d'études VE2A et l'étude financière de l'ACUD sur notre capacité à investir. Au vu de vos remarques concernant l'organisation de nos commissions que nous vous proposons, en avril, une commission portant sur le développement économique qui portera exclusivement sur l'opération organisation du centre-ville. Après, ça fait 6 ans que je suis président d'Unicom. J'ai vu sur Bourbourg beaucoup de cellules fermées, pas beaucoup d'ouvrir. On est en train de chercher des nouveaux repreneurs sur Bourbourg. Il y en a quelques-uns qui arrivent. On ne peut pas vous donner les noms maintenant, parce qu'avec la crise Covid, c'est un peu compliqué pour ces gens qui vont venir s'installer sur Bourbourg. Mais dès que ces personnes vont s'installer sur Bourbourg, n'ayez pas peur que je vous le dirai. Et si vous avez des entreprises qui veulent venir s'installer, sachez qu'il y a quand même pas mal, il y a plus d'une trentaine de cellules qui sont prêtes à être ouvertes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On sait qu'il y a des locaux vacants, il y en a qui vendent, il y en a qui louent, il y en a qui ont des habitations, donc c'est à nous de... On est en train de faire un fichier avec Mme Delva sur... donc voilà, il y a du travail de fait. On ne reste pas inactif. Hein. Si je peux répondre, monsieur le maire, l'idée, ce n'était pas de dire que vous soyez inactif, c'était d'avoir un point d'étape. Vous dites rien n'a été fait depuis 2 ans. C'est faux. On a déposé le dossier il y a 2 ans. Ensuite, on a contacté la région, la CCI, un comité de pilotage s'est réuni. Puis les élections sont arrivées et la Covid. Néanmoins, nous avons travaillé avec la CCI, la région et la CUD pour monter ce dossier. Et ensuite, des premières réunions se sont installées. Donc le but de la question, c'était de savoir si on était arrivé à la fin du diagnostic et si on pouvait enquiller le plan d'action. Et si oui, dans la positive, est-ce que les actions indiquées dans les différentes délibérations sont en accord, notamment celle du style, avec les partenaires financeurs? C'est pas pour pointer du doigt telle ou telle chose qui n'a pas été faite. Par contre, pour parachever ma réponse, je vous dis que vous n'avez pas eu beaucoup d'entreprises arrivées à Bourbourg en 6 ans. Moi, je peux vous dire l'inverse. On ne va pas citer les noms, c'est une licence publique, mais des entreprises sont arrivées sur la commune. On a travaillé de concert avec l'ensemble des partenaires, dont l'Unicom, qui était convié aux réunions de l'Observatoire du développement économique. Je ne pense pas dire le contraire. Voilà. Donc on a travaillé de concert avec les partenaires pour faire venir les entreprises sur la commune. Donc effectivement, c'est un cycle. Des entreprises partent, d'autres arrivent. C'est ce qui est arrivé également sur la précédente mandature.
ne crois pas qu'il y ait plus d'entreprises qui soient parties de la ville que d'entreprises qui ne sont arrivées. C'est pas vrai. Et le but n'est pas de faire non plus une comptabilité bête et méchante. On est là pour avancer collectivement pour le territoire, au-delà des querelles et au-delà des rancœurs des uns et des autres. Donc je pense qu'à l'avenir, ça serait bien qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Et si d'autres réunions pouvaient se tenir dans le cadre de ce copil du dossier de réunification du centre-ville, notre groupe serait ravi de participer aux travaux. On retient votre demande, Monsieur Bruguel. Dès que la crise sera un peu passée, que les gens pourront regarder, vous savez, Madame Rampon, s'il vous plaît, bougez la tête. Maintenant, on n'a pas besoin de dire quelque chose. Bouge la tête. Un champ de vision comme ça, s'il vous plaît, soyez raisonnable. On n'est pas des enfants. Mais dès qu'il y aura quelque chose, Monsieur Bruguel, du fait que c'est quelque chose qui vous est cher, vous serez convié, promis. Voilà. Bouge de trop. Ouais. Alors ensuite, les communications du maire. Alors on a eu les remerciements de l'établissement français du sang sur la collecte du 27 janvier 2021. Il y a eu 128 dons volontaires. C'est pas mal. Ensuite, une petite information supplémentaire que je voudrais donner sur la crise Covid, avec la CUD, les maires, en conférence des maires, il a été décidé de distribuer à toutes les écoles primaires de la CUD 2 masques à chaque élève. Ces masques vont être donnés lundi matin, alors de la rentrée malheureusement, parce que nos écoles sont fermées pendant toutes les vacances. C'est les directeurs d'écoles qui nous ont demandé de pouvoir fermer pendant les 15 jours de vacances afin de désaffecter toutes les écoles. Alors, on ne pourra que les donner à la rentrée. Ils seront distribués dans chaque école. Et ensuite, une bonne nouvelle quand même, on a eu l'accord de l'ARS. Il y a des tests salivaires qui vont être effectués la semaine prochaine dans les centres aérés de l'agglomération. On devrait être demain fixé sur le jour. Mais c'est des tests salivaires. Et je pense que c'est une première. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera fait dans toutes les écoles aussi de la communauté urbaine. Ils attendaient que les tests salivaires, il y en avait assez pour pouvoir tester tout le monde, parce que les enfants, le test du coton-tige dans le nez, ils n'aiment pas trop, et que le test salivaire, c'est quand même mieux. Voilà les petites informations. Ah oui, et puis pour votre information, on a la Chambre régionale des comptes qui est en train d'examiner les comptes 2015-2019. Ils sont occupés actuellement au Trésor public, et à partir du mois de mars, ils arrivent à la mairie. Voilà. Comme ça, on sera fixé sur les comptes 2015-2019. On n'aime pas trop ça parce qu'on a déjà eu des surprises par le passé. C'est pas, malheureusement, des choses, on fait pas toujours les choses bien. On l'a eu une fois, on a eu un problème avec l'URSSAF. Et la Chambre régionale des comptes, c'est beaucoup au niveau des contrats. Je pense qu'il beaucoup les contrats des employés qui ils regardent si tout est fait dans la légalité, tout ça. Mais bon, on verra bien tout de même. Rien n'est parfait. Des fois, on passe à côté de quelque chose, une mauvaise transcription, un mauvais mot dans un texte, et puis bon, on est épinglé avec ça. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Je veux te dire que c'est un exercice classique qui se fait régulièrement sur l'ensemble des communes, et que c'est pas Bourbourg qui est visé particulièrement. Effectivement, ce sera l'occasion d'avoir une photographie fidèle de ce qui a été fait de 2015 à 2019. Et les magistrats sont également force de proposition pour nous faire progresser. Effectivement, on l'a vu, je crois que c'était sur des charges de certains contrats aidés qu'on avait dû modifier légèrement. Donc au-delà de ça, c'est un exercice régulier, et on sera attentif en tout cas au rapport que fourniront les magistrats de la Cour des comptes. Et comme vous le dites, c'est très intéressant pour avoir une vision un peu aller de l'avant. Madame Livière, vous vouliez... C'était pareil? Bon, voilà.
Hein, il n'y a plus... L'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Hein, et puis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Ah, il y a les signatures, j'avais oublié, il faut aller voir Daniel. Il y a les signatures.